Les entreprises dans les œuvres de fiction sont souvent des personnages à part entière, souvent en arrière-plan certes, mais qui servent à l'univers étendu. Aujourd'hui, on va voir le classement de ces entreprises de la plus petite à la plus grosse. Et évidemment, ce n'est pas du tout un classement exhaustif, il y en aurait trop, c'est quelques entreprises qui moi m'ont marqué et que j'ai classées selon ce que moi je pensais être de la plus petite à la plus grande. Alors ce n'est pas vraiment un top, c'est plutôt un CAC 40 ou plutôt un CAC 13, des entreprises que l'on voit surtout dans des films. Pourquoi 13 ? Parce que j'aime pas les top 10. La plus petite entreprise de notre classement est une petite société individuelle américaine. L'activité de l'entreprise est assez floue, mais elle semble spécialisée dans l'électronique et les inventions en tout genre qui ne marchent pas forcément toujours, comme par exemple ce magnifique lecteur de pensée. Évidemment, vous l'avez deviné, il s'agit de la Dr. E. Brown Enterprise, créée par Guess Who, le Dr. Emmett Brown dans Retour vers le futur. On voit d'ailleurs clairement le nom de l'entreprise écrit sur le camion au début du premier film. Son slogan est 24 Hours Scientific Services, ce qui ne nous renseigne pas plus sur l'activité de l'entreprise. Bon, on sait qu'une des inventions va particulièrement bien marcher, une machine à voyager dans le temps à partir d'une DeLorean, car quitte à voyager dans le temps au volant d'une voiture, autant en prendre une qui est la Turbo Class. Un peu plus gros, c'est une PME new-yorkaise spécialisée dans, disons, la dératisation paranormale, créée à la base par 3 chercheurs en parapsychologie, Egon Spengler, Peter Venkman et Ray Stantz, qui financera le projet grâce à l'hypothèque de sa maison. Tu n'auras pas à le regretter, mon vieux. Mes parents me l'avaient légué. C'est ma maison natale. Mais elle n'est pas perdue, va. Et puis tout le monde a 3 hypothèques sur le dos de nos jours. Et oui, il s'agit bien de l'entreprise Ghostbusters. Osez parler, nous sommes prêts à vous croire. C'est une entreprise qui va avoir des débuts très difficiles et qui, après la première chasse aux fantômes, va faire un véritable buzz à travers tout le pays. On peut dire que c'est aussi l'histoire d'une success story à l'américaine. Et ceci même si le film fait clairement tout pour nous montrer que c'est un job bien crado. Petite anecdote d'ailleurs, les vêtements des Ghostbusters étaient inspirés des vêtements des éboueurs pour renforcer justement le côté crade de leur travail. Et pour les plus gros fans hardcore, sachez qu'il existe le business plan complet de l'entreprise Ghostbusters sur overthinkingit.com, un site qui porte très bien son nom. Et on quitte les États-Unis pour notre première multinationale, une entreprise cette fois-ci française, Cocorico, spécialisée dans la gestion des super-vilains opposés aux super-héros. Le concept est simple, donner aux super-héros des faire-valoir pour agrémenter leur histoire et en même temps réguler leur activité. Un concept apparemment très rentable, il s'agit ni plus ni moins de la Flanders Company. Alors je dois dire que ça a été très difficile de placer la Flanders sur cette liste car sa taille est vraiment très floue. En même temps elle paraît comme une grosse multinationale et en même temps il semble n'y avoir que quelques dizaines de personnes qui y travaillent tout au plus. Ça reste néanmoins une PME plus moyenne que petite, mais une multinationale quand même. En fait, c'est surtout le manque de moyens de la web-série du même nom qui rend l'évaluation de l'entreprise assez difficile. De retour aux États-Unis et encore à New York avec une entreprise tenue par un excentrique milliardaire, un certain Daniel Klump que l'on voit dans Gremlins 2. L'entreprise touche un peu à tout, sport, TV, finance, construction et aussi contrôle du climat, rien que ça. La Klump est typiquement une entreprise parodique, j'adore ce logo, non mais regardez, tout est too much. Dans le siège de l'entreprise, le Klump Center, la technologie y est omniprésente jusqu'à l'absurde, ce qui renforce le côté écrasant de l'entreprise et lui donne un délicieux côté décalé. Daniel Klump est d'ailleurs officiellement une parodie de Donald Trump, qui était déjà connu à l'époque, un milliardaire excentrique, touche à tout et avec un ego tellement surdimensionné que l'on pourrait y construire un gratte-ciel dessus. J'avoue que j'ai placé la Klump à la 4e place un peu au feeling. Effectivement, l'entreprise est une grosse multinationale, mais les autres qui vont suivre me paraissent encore plus grands. Et à propos de grosses entreprises, on passe à la 5e place avec une entreprise de l'armement qui va avoir des conséquences sur l'ensemble de la planète. Vous voyez de laquelle je parle ? Il s'agit de Cyberdine Systems dans la saga Terminator. On ne sait pas trop exactement ce qu'elle vend, mais compte tenu de ce qu'on voit, cela peut être des composants informatiques, de la robotique et bien sûr du software, avec la création d'une intelligence artificielle planétaire, Skynet.
C'est une entreprise qui semble surtout travailler avec l'armée, et vu les prix et revenus de ce secteur, on peut largement estimer que Cyberdine Systems est une immense entreprise. On voit ce qu'ils sont capables de faire avec les premiers Terminators. Alors je précise, les Terminators classiques que vous connaissez, les T-800, c'est pas Cyberdine qui les a créés, c'est Skynet, pour détruire l'humanité, enfin plutôt pour l'achever. Mais toujours est-il que Cyberdine Systems est une grosse entreprise. Et maintenant, on a une entreprise pharmaceutique qui travaille principalement dans la génétique. Je vous donne un indice, elle possède 2 îles au large du Costa Rica. Isla Nublar, qui signifie île brumeuse, et Isla Sorna, qui signifie île sarcastique. Et oui, c'est son nom. Il s'agit bien sûr de InGen et de son fameux Jurassic Park, qui a d'ailleurs bien failli couler l'entreprise. Et oui, parce qu'il y a eu quelques petits problèmes dans ce super méga parc. InGen déborde de moyens. En plus de leur empire génétique, de leurs 2 îles, ils ont leur propre armée privée. Ils sont à la pointe de la technologie dans tous les domaines. Le fin du fin, j'ai dépensé sans compter. J'ai dépensé sans compter. J'ai dépensé sans compter. Et malgré le fait que les incidents de Jurassic Park ont failli couler InGen, l'entreprise va recommencer dans les années 2000 et cette fois-ci va réussir à ouvrir son parc à dinosaures sous le nom de Jurassic World, grâce à l'impulsion d'un milliardaire indien qui va reprendre l'entreprise. Bon, là non plus, ça ne va pas durer des masses. De là à dire que InGen est une entreprise qui a la poisse, il n'y a qu'un pas. Et maintenant, on va aborder l'une des plus grandes entreprises informatiques au monde, si ce n'est la plus grande. Il développe aussi des jeux vidéo d'arcade, comme Matrix Blaster et Space Paranoid, qui lui deviendra le jeu vidéo le plus vendu de l'histoire. Bon, l'histoire se déroule en 1982, en plein âge d'or de l'arcade, donc c'est normal. Vous voyez de quelle entreprise je parle? Il s'agit de Encom, que l'on rencontre dans Tron, une entreprise créée par le docteur Walter Gibbs en 1972 dans son garage. Mais le temps a passé et l'entreprise a grandi pour être un mastodonte international. Encom n'est plus ce que vous aviez lancé de votre garage, monsieur. Encom a des années d'avance sur la concurrence. Ils ont été capables de créer un système pour dématérialiser les objets, pas scanner, dématérialiser. Oui, moi non plus, je vois pas trop la différence. Ils ont aussi développé une intelligence artificielle nommée MCP, Master Control Program, un ancien programme d'échecs devenu intelligent et dont les dirigeants de l'entreprise ne font rien sans son accord, ce qui fait d'Encom la première entreprise à être dirigée par un de ses produits. Encom me fait penser à un genre de gros consortium style cyberpunk. L'action se passe souvent la nuit, l'entreprise est énorme et leur technologie totalement futuriste. Mais toujours est-il que l'on trouve encore plus gros. Maintenant aborder une entreprise d'ingénierie travaillant dans les fournitures industrielles. Ils font notamment des composants électroniques pour l'armement, les systèmes de défense, l'automatisation, la recherche médicale, la recherche scientifique et l'aéronautique. Bon, le mec qui est à la tête de l'entreprise utilise beaucoup l'ingénierie de sa boîte pour, disons, faire des missions perso. Bon, ici je vous dis qu'il a fabriqué une armure ultra complexe et qu'en plus de ça, celle-ci peut voler. Pour ceux qui n'ont pas encore deviné, il s'agit bien sûr de la Stark Industries détenue par le célèbre milliardaire Tony Stark, qui en mission pour sauver le monde devient Iron Man. D'ailleurs, selon le magazine Forbes, son chiffre d'affaires serait de 20,3 milliards de dollars. Et contrairement aux autres entreprises, c'est la première multinationale de notre classement à être une entreprise avec des valeurs. Je parle de grosses multinationales. Comme quoi, les grosses multinationales dans les fictions ne sont pas toujours des gros conglomérats corrompus et agressifs. On va voir maintenant une entreprise familiale, détenue par un mec qui se déguise la nuit en chauve-souris. Évidemment, il s'agit de la Wayne Enterprise, c'était facile, dirigée par un certain Bruce. C'est une entreprise vraiment colossale. Ils font dans l'alimentaire, le fret, avec des dizaines de cargos, la construction navale, y compris pour des navires militaires, l'industrie, le médical, l'électronique et le divertissement. Et évidemment, une partie de la capacité de l'entreprise est mise au service des gadgets de Batman. D'ailleurs, à se demander comment il fait le lien entre Wayne et Batman dans sa compta, mais bon. Au début du 21e siècle, la Wayne Enterprise affiche un chiffre d'affaires de 98,5 milliards de dollars. À titre de comparaison, Google, dans notre univers, fait 66 milliards de chiffre d'affaires. Wayne se pose là.
Et on repart dans le pharmaceutique avec une énorme multinationale, première entreprise de cosmétiques mondiale. Vous voyez? Et si je vous dis qu'ils font aussi dans l'informatique, l'aérospatiale et l'armement avec notamment des armes bio-organiques, un certain virus T qui transforme les êtres vivants en zombies cannibales. Vous l'avez sans doute deviné, il s'agit de la Umbrella Corporation de la Sega Resident Evil. Question grosse corporation, Umbrella se pose là. Et ils ont eux aussi leur propre armée, des immenses centres de recherche démesurément high-tech. Umbrella donne vraiment l'impression de n'avoir aucune limite, même si dans la série, la multinationale va vraiment prendre cher. Umbrella est comme la plupart des grosses multinationales de films, corrompue, agressive et tentaculaire. D'ailleurs, pour la petite anecdote, la clinique Medicare Center à Ho Chi Minh Ville, au Vietnam, dans le monde réel, a depuis récemment changé de logo pour celui de, guess what, Umbrella. Au vu du bad buzz, la clinique a déclaré ne pas avoir fait le lien avec la saga. Et on repart avec une entreprise assez parodique avec l'Omni Consumer Products. Si, vous la connaissez. Ils font notamment dans la sécurité et l'armement, comme beaucoup d'entreprises de films d'ailleurs. Bon, je vous donne un indice. Ils sont à Détroit. D'ailleurs, ils veulent remplacer la police de Détroit par un certain... enfin ça. Ah aussi, ils ont transformé un flic mort pour en faire un flic robot. C'est le programme Robocop. Et oui, bien sûr, il s'agit de l'OCP. Alors eux, ils font un peu tout, un peu trop. Leur but est de produire tout ce que les consommateurs veulent. Au niveau de l'armement, l'OCP est quasiment l'armée américaine à elle toute seule. C'est pratiquement nous, les militaires. Ils possèdent la police de Détroit, d'ailleurs ils possèdent à peu près tout de Détroit, qu'ils veulent renommer d'ailleurs Delta City. L'OCP est too much dans tous les sens, pollueuse, agressive et violente à l'absurde. On ne sait pas trop ce que devient le reste du monde, mais Détroit, c'est chez eux, et ça se sent. Évidemment, le réalisateur Paul Verhoeven a voulu parodier le triomphe du libéralisme en imaginant une énorme multinationale qui n'aurait aucune bannière morale ou politique. Là, on commence à toucher au top du top. Imaginez une entreprise qui serait Apple, plus Facebook, plus Google. Ainsi, si, ça existe, il s'agit tout simplement du Cercle, ou The Circle du film The Circle, avec à sa tête un Tom Hanks geeky partagé entre naïveté et contrôle de masse. Le film est justement une critique des GAFA. The Circle est totalement démesurément grande. Elle est apparemment le leader en conception d'ordinateurs, possède l'ensemble des grands réseaux sociaux du monde et est le principal moteur de recherche du web. Le premier problème avec cette entreprise étant le concept de vie privée. The Circle est à l'origine de l'ensemble de nos outils de communication et considère que si l'on veut avoir une vie privée, c'est forcément que l'on a quelque chose à cacher. Dans un monde où tout le monde peut connaître nos moindres faits et gestes, personne n'a intérêt à être mauvais. Et en cela, The Circle n'est pas une entreprise particulièrement mauvaise, comme pourrait être l'OCP ou Umbrella Corporation. C'est juste un problème de naïveté et une mauvaise compréhension du principe de liberté et de vie en société. Alors, avec une entreprise de cette taille, vous vous demandez certainement quelle entreprise peut bien être la première de notre classement, et c'est ce que l'on va voir maintenant. Et on va terminer ce classement par une touche positive avec une entreprise qui, elle, est vraiment sympathique. Détenue par un homme intègre, peut-être même trop intègre, rêveur et d'une timidité maladive. C'est une entreprise qui, elle, possède l'ensemble de l'internet mondial et où la quasi-totalité des interactions sociales se font à travers son réseau. Bon, ça a l'air décrit comme ça comme une entreprise de cyberpunk dystopique, ce qui est d'une certaine manière... Mais bon, je vous assure, il s'agit d'une entreprise profondément sympathique. La Ontologically Anthropocentric Sensory Immersive Simulation, ou plus communément appelée l'Oasis, dans Ready Player One. Avec son fondateur, James Halliday, qui est tout sauf attiré par l'argent, mais homme le plus riche du monde malgré lui. Après sa mort, il ne va pas choisir de successeur. Il va organiser une chasse aux easter eggs dans son réseau. Celui qui trouvera 3 clés sera à la tête de l'entreprise. Et bien sûr, ce n'est pas qu'une partie de cache-cache, c'est plus une quête initiatique pour être sûr que celui qui sera à la tête de l'Oasis soit une personne intègre et passionnée. Bon, il aurait pu la laisser à son second, mais bon.
Et voilà, ce classement est maintenant terminé. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous auriez classé ces entreprises ou si vous en auriez mis d'autres. En tout cas, c'est tout pour moi et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Vous pouvez bien sûr me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, et je vous invite à voir ou plutôt écouter notre émission audio Éteins ton ordi, le podcast, que je fais avec Duracell et Kira. À vous les studios!